Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier épisode de la deuxième saison de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Mélissa Cancelier, formée en neurosciences et en cyberpsychologie, auteure de Génération Écran, fondatrice de Humanette et conférencière. Madame Cancelier, bonjour. Merci Bonjour, d'avoir accepté l'invitation. avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler de cyberpsychologie. C'est pas un champ de compétences que tout le monde connaît ou est familier avec. Alors, la première question que j'aimerais qu'on aborde, c'est de définir ce qu'est la cyberpsychologie concrètement et pourquoi le champ devient aussi important aujourd'hui. Bah, la cyberpsychologie, c'est vraiment l'étude du comportement humain face à la technologie et éventuellement l'impact de la technologie sur le comportement humain. Donc, c'est vraiment un champ d'étude qui va s'intéresser à la nature de nos interactions avec la technologie, particulièrement numérique aujourd'hui, et l'impact que ça peut avoir sur nous et comment nos usages peuvent impacter la manière dont se développe la technologie. Donc, il s'agit vraiment de comprendre ce que ça peut faire changer par rapport à des interactions qui auraient lieu, on va dire, dans la vie non technologique, si j'ose dire. Et donc aujourd'hui, vraiment un sujet extrêmement important parce que le numérique vient faire évoluer notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres et a un des impacts sociétaux et même mondiaux aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est un champ d'étude qui est de plus en plus investigué par rapport à ces impacts. Mais les acteurs technologiques l'étudient depuis très longtemps. Mhm. Est-ce que c'est un... Comment vous définiriez la cyberpsychologie? On l'a évoqué un peu, mais est-ce que c'est une branche de la psychologie, des sciences cognitives ou un champ plutôt interdisciplinaire? C'est un champ interdisciplinaire, très, très clairement. Donc ça va vraiment, des neurosciences jusqu'à, la compréhension, de l'interface homme-machine, par exemple. Donc c'est assez vaste, Mhm. et c'est pour ça aussi que, ça relève de compétences, qui se rapprochent beaucoup plus de ce qu'est la technologie, qu'on en fait, de manière pertinente. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour, par exemple, comprendre, le numérique, on entend, parler beaucoup de pédagogues, par exemple, pour le numérique en éducation, et c'est absolument valable. On entend parler aussi, évidemment, des médecins, des pédiatres, quand il s'agit des jeunes, et c'est extrêmement important. Mais, à l'image un petit peu de la commission, parlementaire, qui avait eu lieu l'année Mhm. dernière sur l'impact des écrans sur, notamment les jeunes, il manquait les acteurs technologiques. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui manquait, je pense au grand public. C'était un point de vue, beaucoup plus puissant, beaucoup plus pertinent, d'acteurs et d'experts, qui investiguent, ces interactions avec le numérique depuis plus d'une vingtaine d'années. Et quand vous dites qu'ils étaient absents, est-ce que c'est parce qu'on... Moi, je ne sais pas la réponse, mais peut-être vous le savez. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été invités ou n'ont pas daigné se présenter? Je pense que c'est pas nécessairement, non plus un réflexe. Je pense qu'il y avait eu des invitations puisque le fait que c'était noté, c'était dans le rapport. Donc Mhm. j'ose imaginer qu'il y a eu des invitations à certains acteurs technologiques. Mais il faut comprendre que, même des très, très grandes compagnies technologiques, le nombre d'experts sur ce sujet en particulier, c'est l'objet d'une toute petite équipe, quand bien même il y a une équipe. Je l'ai vécu moi-même, hein, chez des acteurs technologiques. On n'est pas, 15 000 experts en neuropsychologie et cyberpsychologie. Mhm. C'est parfois un pour, toute l'entreprise et puis après on a différents projets. Donc je pense qu'il y a peu d'expertise d'une part. Je pense que cette expertise-là, elle est pas encore assez connue du grand public. Donc ce qui fait que peut-être que les invitations vont pas aux bonnes personnes et cetera, puis que c'est très facile de tourner autour du pot. Et puis, évidemment, je ne peux m'empêcher aujourd'hui, de voilà, de me poser la question: «Est-ce que finalement certains acteurs, peut-être oui, ont daigné s'y rendre?» parce que bah, aujourd'hui, on l'a vu, il y a eu la première condamnation, Meta et Google, compte tenu de la conception, Mhm. et non pas de modération. On parle de la conception de fonctionnalités, décrites comme addictives avec des impacts sur la santé, notamment d'une adolescente. Mhm. Et je pense qu'effectivement les acteurs technologiques avaient une expertise qui date, Mhm. en ont de plus en plus, ont clairement une longueur d'avance sur le grand public à cet effet, et que, ça leur confère un avantage considérable. Mhm. On y reviendra assurément. Là, j'aimerais qu'on décortique, si on veut.
quels sont les grands objets d'études? Parce que quand on parle de numérique, c'est vaste, là, puis Ouais. ça inclut, beaucoup de choses. Donc, Mmh. les objets d'études sont-ils les réseaux sociaux, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle, la dépendance au numérique, l'identité en ligne ou tout ça à la fois? Bah, tout. Oui. Bah, tout parce qu'en fait, tout a un effet sur nous, donc et puis on n'est pas tous les mêmes. Mmh. Bah, typiquement, chez les jeunes, il y a pas des effets, qui sont, exactement les mêmes que chez les adultes parce que leur cerveau est encore en développement, parce qu'ils ont des besoins, différents. Donc ça, c'est un effet. Puis évidemment, après, on n'a pas tous, la même façon de fonctionner. Il peut s'agir de différences culturelles. Des études marquent des différences parfois entre les genres, bon, parce que Mmh. c'était un objet d'étude. Donc ça peut évoluer. Puis après, effectivement, l'objet de l'étude, c'est à la fois les communications en ligne, juste comment on communique, même par courriel ou même par chat, pour se rendre compte, par exemple, qu'avec le numérique, c'est beaucoup plus transactionnel au Mmh. travail quand on communique à distance que quand on communique en se voyant. C'est moins dans le relationnel, plus dans la transaction. Donc ça, c'est des effets qui sont sur un média particulier, dans un contexte particulier. Après, on va avoir, les jeux vidéo aussi. Alors là, puis les jeux vidéo, c'est extrêmement vaste, Mmh. parce qu'il y a tous les âges, il y a toutes sortes de jeux avec toutes sortes d'interactions possibles, aussi bien avec la machine qu'avec les autres. Les réseaux sociaux, c'est aussi, une autre manière d'étudier en fait, c'est un autre objet d'étude considérable de la cyberpsychologie et aujourd'hui l'intelligence artificielle également. Hem et puis, donc vraiment tout est un objet d'étude. Ce qui est intéressant néanmoins de constater, c'est qu'au départ, on avait une é la en cyberpsychologie très, très tôt, il y avait: «Ah, l'interaction homme-machine, la manière dont l'humain considère la machine, la manière dont il faut comprendre la machine». Puis une fois qu'on d'une certaine manière, qu'on a su faire des machines qui étaient intuitives à utiliser, il y a eu, cette économie de l'attention, donc Mmh. avec les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Puis aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, réseaux sociaux, intelligence artificielle, une espèce d'économie de la relation qui s'installe et donc ça, c'est un impact social, vraiment, immense. Et puis on est au tout début là, de cette, dernière, évolution là dont vous venez de parler. Ben, on est Heu, au début, en même temps, ça va extrêmement vite. oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Mmh. Très peu de gens l'utilisent en groupe. Voyez? Donc ça en termes de cyberpsychologie, c'est intéressant de comprendre déjà ce qu'on perçoit dans une intelligence artificielle qui n'existe pas. Cette espèce d'illusion qui a une conscience, d'illusion qu'on maîtrise parce que c'est intuitif, et puis, oui, d'illusion qu'on va plus vite en faisant tout seul. Mmh. Alors qu'il y a un modèle économique derrière, faut être engagé, donc plus on passe de temps, plus on corrige, plus machin et puis plus, OpenAI est content. Mmh mh. Mmh. Maintenant qu'on a mis la table, j'aimerais qu'on explore les effets du numérique à l'échelle individuelle d'abord, puis ensuite, plus sociétale. Mais disons qu'on y va avec, l'échelle individuelle pour commencer. Quels sont selon vous les effets du numérique? Puis là, on l'a dit, c'est vaste, mais sur la psychologie individuelle, qu'est-ce peut-être qu'on peut d'abord y aller avec le plan cognitif, là. Qu'est-ce qu'on vous parlez d'économie de l'attention, donc que sait-on des effets là, sur l'attention, la mémoire, la concentration? Il y a quand même des études qui circulent, mais peut-être que vous voulez Bah aller un oui, peu plus loin. bah, Oui. bien sûr, bah, en fait, ça va dépendre de nos usages. Mm. Donc, il y a des effets sur, par exemple, nos compétences intellectuelles, il y a des effets sur notre ascension, il y a des effets sur nos émotions, notre estime de nous-mêmes, et puis il y a des effets sur la manière dont on interagit avec les autres. Les effets, par exemple, sur nos compétences intellectuelles, elles vont être liées à ce qu'on délègue sans entretenir. Donc, je prends un exemple tout simple. On utilise tous des applications de navigation pour se repérer. Moi, j'utilise beaucoup Google Maps. Bon, bah voilà. Et en fait, si on l'utilise de manière systématique, sans même apprivoiser soi-même l'environnement, c'est-à-dire même pas, c'est-à-dire pour se repérer, pour faire une longue route, d'accord. Mais une fois qu'on est, par exemple, dans une ville ou sur un site, ne pas essayer de se orienter soi-même. En fait, on n'entretient pas notre mémoire spatiale. Mais le cerveau, c'est comme un muscle, en fait. Donc, si on l'entretient pas, ben, un muscle, si on n'en fait rien, il devient rien, si j'ose dire. Mhm. Donc ces compétences-là, elles peuvent vraiment être, on va dire, mises à l'épreuve, voire, on va dire, s'oublier
de manière temporaire ou plus durable, en tout cas dans leur niveau. On peut penser, par exemple, même ne serait-ce que quand on part en vacances, qu'on revient au travail, il y a un petit stress qui vient avec le fait de se remettre à réapprendre à écrire un courriel, diriger une réunion, etc. Et ben, imaginons ça quand on fait des choses chaque jour où en fait on délègue à la machine. C'est ce Mmh. qui se passe avec les applications de navigation. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui parfois avec l'intelligence artificielle pour structurer un propos, etc. Bah, forcément, si on délègue tout à la machine, bon, bah, c'est un problème, même pour la recherche de faits. Mmh. Aujourd'hui, la vérification de faits, c'est de plus en plus important. Sauf qu'en fait, ben, avec l'IA générative, les gens posent des questions au lieu d'utiliser des moteurs de recherche, Mmh. puis apprennent de moins en moins parfois à vérifier des sources. Mmh. Et donc, ça a un effet considérable. Donc ça, c'est déjà sur les compétences intellectuelles. Sur l'attention à proprement parler, elle est fragmentée en fait avec la technologie parce qu'on a des tas de notifications. Heu, Même dans le monde du travail, c'est très difficile aujourd'hui d'attribuer un canal de communication à une fonction donnée. C'est-à-dire que la technologie a envahi l'espace du travail. Mais donc, par exemple, si je prends, le cas d'une personne qui travaille, dans un bureau, d'un grand groupe, en ville, ou même chez soi, donc on a et le courriel et les chats, la messagerie instantanée, plus, éventuellement le téléphone Mmh. où il y a des appels et des SMS Texto, et des ouais. textos et du WhatsApp et cetera. Bon, bah, en fait, on a plein de canaux de communication et la on va dire que la fonction, le rôle de chacun de ces canaux-là n'est pas forcément, clair ou respecté, donc flou. Et donc ben, aujourd'hui, ça devient courant, de recevoir, un SMS ou une messagerie instantanée: «Tiens, au fait, je t'ai envoyé un courriel, pour te dire que je t'ai appelé». Enfin, Mmh. pour qu'on s'appelle. Non, mais voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ça, en fait, ça bon, déjà, ça fait perdre du temps, mais ça rajoute aussi, un nombre de d'interruptions, qui sont considérables. Aujourd'hui, une tâche, quand elle est interrompue, on met à peu près, les études montraient qu'on met à peu près 22 minutes à s'y remettre de manière optimale. Donc notre attention, elle est réduite parce qu'on a une moyenne de 90 plus, notifications par jour et on oublie, que le rôle des notifications, c'est de nous interrompre pour les acteurs technologiques. Mmh. Les gens ont l'illusion que c'est pour les informer. Mmh. C'est d'abord pour nous interrompre. Donc, on a des gens qui ont, par exemple, des montres connectées et ben, désolé pour eux, mais en fait, ce que ça fait, alors bon, je sais qu'il y en a qui ont des montres sportives parce qu'il faut, la mesure de la performance et cetera, mais on pourra reparler ça dans un deuxième temps. Mais déjà, dans un premier temps, en fait, on a des interruptions qui sont sans cesse, en fait. Mmh. Donc on c'est comme si on se greffait quelque chose qui interrompt notre expérience de vie et ça, en fait, ça diminue nos capacités attentionnelles. Si on met 22 minutes avec, une 90 plus interruptions par jour, on perd une trentaine d'heures par semaine. Donc évidemment qu'on n'a plus le temps de rien. Mmh. Il faut pouvoir justement les études montrent qu'il faut pouvoir gérer notre environnement numérique. Ça prend une hygiène aujourd'hui, une hygiène de vie pour soi, pour les autres, mais même pour soi-même parce qu'on se met soi-même des bâtons dans les roues. Même quand on fait des appels en visioconférence, on fragmente notre attention simplement parce qu'on regarde dans le coin notre image dans la caméra. Mmh. On marche pas dans la rue avec un rétro, un miroir, sans cesse. Bon, on peut se regarder dans les vitrines parce que bon, voir si on est quand même correct avant un rendez-vous, c'est naturel, mais je veux dire, on fragmente notre attention sans cesse. Donc notre attention, notre concentration est de plus en plus vulnérable et ça nous épuise Mmh. parce que le cerveau, c'est, jusqu'à, 30 de l'énergie du corps dans une journée. Donc on s'épuise et puis après sur le côté affectif, bah, le fait de tout le temps se voir ou le fait, de voir que de d'avoir beaucoup, d'être beaucoup exposé, aux réseaux sociaux, ça a un effet sur notre estime de nous-mêmes, ça a un effet sur notre satisfaction dans la vie. Les études montrent que plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, moins on est satisfait dans la vie, peu importe la qualité, dans l'absolu de notre vie. Mmh. Donc oui, ça a des effets parce que le cerveau, il est câblé pour interpréter ce qu'il voit des autres comme une réalité sans forcément y attribuer la bonne nuance. Et les profils, les réseaux sociaux, enfin comme, on le sait très bien, personne publie des vidéos de vraies disputes avec son conjoint et pourtant ça fait partie de la vie. Donc en fait, on voit le côté, que Parfait, ouais. édulcoré Mmh. absolument, qui a été sélectionné, édité, transformé, cadré pour faire bien, parce que c'est le rôle
et il n'est pas à remettre en cause, mais la place qu'il prend, en revanche, dans notre vie, effectivement, a trop d'effets. Donc, voilà. Mmh. Hem, on a touché un peu au plan émotionnel, mais on le sait qu'il y a eu, en fait, plusieurs livres qui ont été écrits, puis des études faites aussi sur l'anxiété qui est en hausse. Donc, j'imagine que c'est connecté au fait que vous dites, bon, il y a des enjeux d'estime de soi, mais aussi, par quel phénomène ça crée de l'anxiété à ce point? Parce que là, on parle de génération anxieuse et tout. Absolument, Est-ce que c'est surfait selon vous d'abord? Et puis, pas du tout. non? Non, non, pas du tout. Je pense que le numérique aujourd'hui, quand on demande aux gens de de partager un mot qui leur vient à l'esprit quand on parle de numérique. Donc, il y a tout ce qui relève des opportunités et elles sont réelles. Puis, il y a tout ce qui relève du fait que ça va trop vite, ça prend toute la place, on n'en peut plus, trop de temps d'écran. Donc, évidemment que on, s- on a, on a trop longtemps associé le fait d'avoir des interfaces intuitives, encore une fois, au fait qu'on maîtrise, c'est faux. Mmh. Les mécaniques cérébrales qui sont exploitées dans la conception des expériences numériques font qu'un être humain est câblé pour être engagé. Mmh. C'est pas le fait d'être intelligent, c'est pas le fait d'avoir de la bonne volonté, c'est fait exprès. Et c'est ça aussi qui est important de révéler. Ce dont je parle dans mon livre aussi, c'est que le fait que ce soit intuitif, d'une part, c'est pas intuitif à faire. Et c'est ça qui nous donne l'illusion d'une maîtrise d'une part, puis qui nous empêche de prendre le recul pour se poser la question. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment heu, détacher, on va dire, «Oh, c'est une expérience fluide, donc elle est bonne». Non, Mmh. c'est une expérience qui nous empêche de nous poser de la question de ce qu'elle nous apporte, à chaque moment où on est dedans. Et derrière ça, l'anxiété, elle est réelle parce qu'on maîtrise plus notre temps, vu qu'on est tout le temps interrompu. On fait des comparaisons sociales, négatives, c'est-à-dire que, ce qu'on voit sur, les réseaux sociaux, comme on l'a dit, c'est édulcoré, c'est une réalité, parfaitisée, si je veux Mmh. dire, qui nous est Mmh. exposée. Et l'être humain ne peut pas empêcher de se situer dans un environnement, mais aussi par rapport à sa place en société. Donc c'est très difficile en fait de garder une estime de soi à sa juste valeur quand on est exposé à quelque chose qui est certes fictif, mais auquel finalement on On croit finit par quoi? Ouais. exactement et qui relève de quelque chose, encore une fois, de parfaitisé, donc qui nous ramène à de l'incompétence, enfin, voilà, de se sentir moche sur Instagram, avec une carrière pourrie sur LinkedIn et une vie de merde sur Facebook. Enfin, je veux Ouais. dire, c'est tout à fait naturel. Donc ça, c'est déjà de l'anxiété. Et puis après, notamment quand le numérique s'installe en termes de rythme, on reçoit des courriels, désolé de ma réponse rapide, quand c'est 2 heures ou 2 jours et qu'il n'y a pas d'urgence. Enfin, désolé de ma réponse tardive, pardon, Mmh. parce que le rythme du numérique n'est pas le rythme humain. Et ça, il faut puisse le réapproprier pour justement être en harmonie avec la technologie. Parce que moi, j'adore la technologie, j'en suis bourrée d'une certaine manière. Mais justement, j'essaye quand même de faire en sorte qu'il y ait ma place dans un monde numérique plutôt que le numérique sa place dans mon monde à moi. Oui, puis on y reviendra à l'hygiène aux Oui. solutions dans une, prochaine partie. Mais peut-être avant d'aller plus loin, heu ben, j'aimerais qu'on aborde peut-être les impacts plus collectifs, donc au niveau de la société, de la culture, de la politique. Donc au-delà de l'individu, comment le numérique a-t-il transformé, nos sociétés? Puis là, on l'a dit, ça s'accélère, donc c'est quand même, les changements sont rapides et quand on est dedans, peut-être on s'en rend pas compte, mais avec un peu de recul, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur les Oui, changements, sociétaux. oui, bah, d'une part, il y a forcément une société où, bah, voilà, on passe à l'économie de l'attention puis de la relation. Donc ça, c'est vraiment la vue globale, Mmh. hem, au niveau, sociétal. Et puis, ce qui est je pense qui est important de noter aussi, c'est que ça nous ramène à la manière dont l'être humain fonctionne. Donc par exemple, l'être humain a ce qu'on appelle un biais de négativité. Donc le biais de négativité, c'est le fait de mémoriser beaucoup plus fortement, des expériences négatives ou des choses négatives que des choses positives. On n'est jamais traumatisé d'avoir été heureux, par exemple. Non. On est traumatisé, il y a des traces quand c'est quelque chose qui était, dangereux ou qui faisait du mal parce que, l'être humain a évolué
justement en survivant et donc le fait de mieux se rappeler les dangers était un critère de survie en tant qu'ancienne proie potentielle dans la nature. Mmh. Aujourd'hui, ce mécanisme «fossile» entre guillemets du cerveau fait que, par exemple sur les réseaux sociaux, quand on ou même, enfin en tout cas, dans le monde connecté, quand on voit passer quelque chose de négatif, on s'en rappelle beaucoup plus. Il y a une réaction qui est plus forte, on s'en rappelle plus et on le partage plus. Mmh. Tout cela faisant, avec les modèles économiques, qu'on connaît des plateformes, c'est-à-dire, bah, plus c'est partagé, plus c'est mis en valeur parce que ça engage plus et donc plus ça engage et donc il y a un cercle vicieux, si vous voulez, qui revient à favoriser d'une certaine manière le business de l'indignation Oui. et ça, c'est quelque chose qui est, extrêmement important à comprendre parce que, si c'est beaucoup plus facile de s'indigner, sur les réseaux sociaux qu'autre chose et on le voit avec, par exemple, la désinformation, les fausses nouvelles, c'est rarement des bonnes nouvelles. Mmh. Une bonne désinformation bien crado, et qui fonctionne bien pour être donc qui est très virale, il faut justement qu'elle scandalise, qu'elle révolte, hein. Si on pense par exemple à toute la désinformation, qui a circulé sur Hillary Clinton, lors des présidentielles de 2016, on parle pas de enfin c'était de la désinformation, c'était pas simplement que ça la ridiculisait par exemple, Mmh. c'était surtout qu'il s'agissait de désinformation qui faisaient appel à, des faits qui, s'étaient avérés vrais, alors qu'évidemment ils sont faux, auraient été extrêmement graves et pour le pays, on parle de trahison, on parle de sa complicité avec l'État islamique, enfin vraiment ou avec Al-Qaïda, on parle de choses qui auraient été, extrêmement graves et forcément, quand ça scandalise, ça devient viral parce qu'il y a et le négatif et le fort, tout ça se partage vite et donc ça transforme la société. Mmh. Parce que ce biais de négativité, donc, fait que la désinformation circule. Donc notre rapport à la réalité, déjà, il s'est effrité, ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux, on verra après avec l'IA. Et puis, d'autre part, ça devient très facile de s'indigner contre des groupes. Le cerveau, il interprète beaucoup à partir de très peu. Donc ça, c'est ce qui fait que quand on voit un truc de parfait, on se sent pas terrible. Mmh. Mais c'est aussi ce qui fait qu'on va interpréter très, très vite ce que représente une identité, un pays ou une communauté, parce qu'on aura vu 3 vidéos. Mmh. Et et donc ça, déjà, en termes d'interprétation, c'est un problème. Et donc si on se ramène encore au modèle économique, aux algorithmes, il y a tout ce qu'on appelle la personnalisation. Donc c'est super pour nos préférences, c'est extrêmement grave intellectuellement, parce que ça nous maintient justement, heu, à l'image du titre de ce podcast, dans nos chambres d'écho. Mmh. Et donc, intellectuellement, ça vient nous brosser dans le sens du poil, mais ça vient pas ni nous stimuler intellectuellement, donc pas maintenir des compétences intellectuelles qu'on aurait eues sur notre capacité à s'ouvrir, et cetera. Et donc, ça devient très facile, en passant beaucoup de temps dans le numérique pour une personne donnée, qui à la base était ouverte, qui à la base était quelqu'un de curieux, et cetera, de venir se renfermer, sur elle-même ou sur lui-même. Mmh. Donc ça, c'est un enjeu qui est vraiment, extrêmement grave sur notre capacité à créer du lien, en fait, au niveau individuel. Et quand je parle de créer du lien, je parle pas simplement d'un impact sociétal, je parle aussi, de ce que ça apporte à notre santé, quoi. On est câblés pour ça, nous, créer du lien. Donc ça, c'est des effets, graves. Mais justement, la promesse initiale des réseaux sociaux, c'était de renforcer le lien social. Puis je pense que pendant un temps, c'est ceux qui ont fait l'utilisation de Facebook dans les tout premiers moments, peut-être se rappellent positivement que c'était beaucoup plus familial, amical, enfantin, je dirais. Même, on partageait ça gardait nos proches qui sont peut-être un peu plus éloignés de nous, Mais oui. informés. Donc, il y avait quelque chose de bon enfant au départ Mmh. qui Bah, il y avait quelque s'est un chose. peu perdu. Alors, Oui. je nuancerai un tout petit peu, ça Oui? s'est pas perdu, ça existe toujours et c'est toujours ce qu'apporte cette technologie. Mmh. C'est-à-dire que, la promesse effectivement, c'était de nous connecter et c'est tout à fait, possible de le faire et effectivement la première justement, c'est là où ça devient intéressant. Mmh. Parce que ce dont vous parlez, c'est pas que les gens ont évolué. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la pub qui Mmh. est arrivée
Et pour engager, voilà, et ben, si on doit faire en sorte que les gens angoissent parce qu'ils voient de la désinformation négative, si on doit faire en sorte qu'ils se polarisent, à partir du moment où ça les entretient dans la plateforme, il y a aucun problème pour Mmh. l'acteur technologique. Vous voyez? C'est ça qui est intervenu. C'est pas la volonté des gens parce que intuitivement, en fait, l'humanité, d'une certaine manière, a fait ce qu'elle sait faire de mieux, Mmh créer mh. du lien. Mmh. Et c'était donc c'est pas, et ça c'est vraiment intéressant en cyberpsychologie parce que oui, c'est avant que le modèle économique intervienne. Twitter n'a jamais été aussi toxique que depuis qu'il a intégré la publicité. Facebook, c'est pareil. Mmh. Donc au-delà, des questions de modération et de qui détenait quoi, mais c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à évoluer. Donc là, quand on parle de désinformation en 2007 sur Facebook, je dis pas que ça n'avait pas lieu. Je dis simplement que Facebook restait quand même encore un lieu largement dominé par la bienveillance, la connexion, et cetera. Ensuite, modèle économique faisant, forcément, c'est d'abord l'engagement, d'abord le temps passé sur la plateforme. Mmh. Et ça n'a pas, heu, économiquement, si vous voulez, que vous passez du temps à souffrir ou à être bien sur la plateforme, Mmh. la valeur économique ne change pas. En tout cas, les choix ont été faits n'ont pas été faits, sur cette, dimension. Oui. C'est très intéressant, mais je peut-être j'irais ailleurs, peut-être sur le comportement des usagers pour je sais pas. Je pense aussi qu'il y a eu une évolution du comportement des usagers dans le sens de ce qu'on se permet d'écrire, d'exprimer. C'est comme s'il y a eu une perte un peu de civilité numérique, alors à l'usage, on aurait peut-être dû s'améliorer, mais je sais pas, j'aimerais vous entendre là-dessus, sur la civilité numérique, si on veut. Mais je pense qu'il y a eu un effet, on va dire d'apprentissage, voilà, de conditionnement. Encore une fois, heu, il y a de base effectivement une anonymisation, heu, ou en tout cas une illusion d'anonymisation, Mhm. sur internet qui fait qu'on peut se permettre beaucoup de choses. L'autre enjeu, c'est que, la toxicité en ligne, si c'est l'objet, de notre échange, c'est quelque chose qui est, entretenu. Mm. C'est-à-dire que, si on a je prends l'exemple des jeux vidéo, il y a des jeux vidéo où, la toxicité, n'est pas la bienvenue. On peut être sanctionné et cetera, donc ça conditionne aussi les gens qui veulent venir sur la plateforme. Après, il y a un niveau de toxicité parce qu'on voit un peu d'animosité et cetera, d'engagement comme au sport ou mais vous voyez, c'est aussi quelque chose qui est entretenu par le système en place, qui fait des choix. Quand je dis système en place, c'est les acteurs technologiques avec la conception de leurs fonctionnalités et leur engagement sur la modération, la préservation de la santé des usagers, etc. Mais ça, c'est le choix aussi des entreprises, mais Mm. qui va conditionner ces usages-là. Pourquoi? Parce que les choix, entre guillemets, qui ont un impact négatif sur nous, on n'est pas au courant. Ou Mm. alors, on est au courant des possibilités de risques ou dans termes et conditions. Les gens ne lisent pas ça. Non. On a des interfaces intuitives avec des gros boutons, des cœurs et tout ce que vous voulez. Et termes et conditions, c'est un espèce de texte immonde écrit en tout petit, du vocabulaire académique. On n'utilise pas les mêmes techniques, on n'utilise pas les mêmes termes Non. pour dire. Où les C'est gens cherchent la petite case pour consentir. absolument. Oui. Ouais. Mais c'est de la conception. C'est Mhm. fait pour ça. Mm. C'est fait pour créer un contraste qui fera que justement, on ne veut pas que les gens lisent. Pourquoi? Mais parce que s'ils s'en rendaient compte, bah, il y aurait, moins d'engagement. En tout cas, Mm. ils iraient moins rapidement sur la plateforme. Mhm. Donc la toxicité, certes, elle fait partie de ce que c'est l'humain, mais elle est sublimée malheureusement, par certaines plateformes. Parce qu'elles auraient le choix, de ne pas laisser, les commentaires toxiques, apparaître. Je pense même à l'IA générative où si on demande aujourd'hui à l'intelligence artificielle générative comment faire une bombe, bon, normalement, elle est pas censée, fonctionner. Donc on peut mettre des garde-fous. Mhm. Ils ne sont pas mis en ce qui concerne la toxicité. Donc on met des mots-clés et cetera, mais on sait que ça va beaucoup plus, loin que ça. Mhm. Mais la toxicité, malheureusement, est aussi l'objet d'un engagement. C'est-à-dire que la haine et l'indignation, est virale, est facilement partageable, fait qu'on va passer plus de temps pour se méfier des autres parce que encore une fois, on a
la peur fait que ben, on veut surtout analyser les risques, et Mmh. puis on va se faire accepter dans des groupes qui ont la même haine que nous, etc. Mmh. Donc elle va légitimer la toxicité, elle va légitimer aussi des comportements marginaux, par exemple. Donc moi, par exemple, je prends souvent cet exemple-là qui est complètement fou, mais imaginons je suis zoophile, Mmh. ok. Bon, dans la rue, quand si je me balade dans la rue, tout est fait pour me rappeler que finalement, je suis probablement pas entourée de personnes zoophiles. Mais si je vais en ligne et que je trouve un groupe zoophile, on va, on va m'enseigner des nouvelles pratiques, on va légitimer, je vais trouver ça normal. Mmh. Donc, il y a un conditionnement aussi. Il y a un conditionnement de l'esprit, en fait, qui existe avec l'usage technologique aujourd'hui. Donc, il y aurait facilité des communautés, qui auraient été autrement improbables, si je vous suis dans Mais le oui, sens, ouais, non, ouais. c'est très facile d'avoir des discours haineux, c'est très facile de tourner en ridicule qui que ce soit. Donc, quand c'est Mmh. humoristique, mais on voit, je veux dire, des clips vidéo où on exagère, il y a aussi les acteurs technologiques ont une grande part là-dessus. Euh, une portion considérable d'images générées par IA sont des images pornographiques. Mmh. Bon, euh, est-ce que, comment voulez-vous, quand on a des décideurs, des conseils d'administration à la Silicon Valley qui valent des milliards, comment voulez-vous qu'ils se privent de, on va dire, du business que ça ramène? Mmh. Et voilà, il y a une prise de conscience à prendre aussi de notre part sur les choix qu'on fait. Mmh. On a parlé brièvement de polarisation, radicalisation, propagation de désinformation. J'aimerais aussi ajouter il y a une chaire de recherche là, canadienne, le nom m'échappe, mais qui avait fait un portrait des menaces bon, politiques et tout. Puis la frontière brouillée entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai faisait partie des choses qui étaient le plus probable de se réaliser là, prochainement. Puis je dirais que peut-être on y est, là. Oui, absolument. Bah, s'il s'agit du rapport Horizon de Oui, Politique Canada, c'est ça. de Horizon 2024. Et oui, le plus d'impact et le plus probable, effectivement, c'était le fait que les gens ne croient plus, ne savent plus distinguer le vrai du faux. Alors, en plus, évidemment, c'est le plus d'impact parce qu'à partir de là, tout le reste est possible. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une pandémie, bah, ça devient encore plus possible parce que bah, les gens peuvent très bien ne plus comprendre comment se préserver. Le fait qu'il y ait une guerre civile parce que les gens, justement, peuvent tout à fait se polariser d'un coup d'un seul, etc. Puis oui, effectivement, on a déjà malheureusement des exemples graves Mhm, on va dire, d'orientation prise dans le monde qui sont absolument dissonantes avec le progrès humain, qui reste quand même la base. mhm, Hem et oui, c'est radicalement un problème. Après, il y a c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que, vous voyez, c'est à la fois le risque le plus probable et le plus impactant. Moi, je vois en ça quand on échangeait sur la cyberpsychologie, ça devient de plus en plus important. Je pense qu'on a un sérieux train de retard aussi. On ne peut plus simplement parler de temps d'écran parce qu'ils ne se valent pas tous. mhm, On peut plus simplement parler de cybersécurité en envisageant que la sécurité des données. On doit parler d'hygiène numérique, euh, pas simplement comme une partie de la santé, une partie de l'éducation, une partie de la défense. Ça doit être, à mon sens, pas le ministère de la cybersécurité et du numérique. À mon sens, ça doit être beaucoup plus euh, valorisé que cela. mhm, Parce que sinon, il y a le, le numérique en soi, effectivement, brouille des frontières entre certains domaines, santé, éducation, défense. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il est trop important pour que ce soit l'objet de petits projets parmi des ministères. En mhm, fait, ça doit être, à mon sens, une des priorités absolues, au même titre que quand on avait le Covid à gérer, vous voyez. mhm, Et là, voilà, pourquoi pas un ministère de la désinformation quand il y a un risque aussi important et aussi probable. Vous voyez ce que je veux dire? mhm, En Suède, par exemple, il y a une agence de défense psychologique.
donc qui sensibilise depuis des années la population à la désinformation, qui est capable de faire ce qu'on appelle du pré-bunk, c'est-à-dire de dire, d'envoyer des petits messages de sensibilisation avant des élections, par exemple, pour dire: «Faites attention, on est dans une période où vous risquez de vous faire manipuler ou voilà, Mmh. ou Mmh. d'être exposé à de l'information de moindre qualité». C'est pas des choses qu'on fait ici. En tout Mmh. cas, elles n'ont pas la même, le même impact, et la même scène, Mmh. la même, donc à mon sens, c'est vraiment ce qui manque. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire, hein, sur la désinformation, donc on peut Mmh. faire, déjà, il y a la littératie numérique, et je parle pas simplement celle des jeunes, mais celle des adultes. L'objet de notre échange aujourd'hui, relève d'une expertise, heu, dont le grand public a besoin. Et il ne s'agit pas de nier les compétences des gens, il s'agit simplement de rétablir un équilibre entre eux et les acteurs technologiques. Qui avait commencé, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, Il y a 20 longtemps ans, d'avance, là. depuis Ouais, c'est ça. exactement, Ouais. minimum. Depuis les années 90. Donc oui, Mmh. ça fait, plus bientôt 40 ans. Mmh. Ça a commencé au moment où Apple s'était dit: «OK, on on a déjà les IBM et cetera de ce monde qui vendent des ordinateurs. Ils viennent avec des gros modes d'emploi et des grosses spirales Mmh. avec écrit en noir et blanc, immonde. Si on veut vendre beaucoup d'ordinateurs, il faut que tout le monde puisse les utiliser. Si tout le monde doit pouvoir les utiliser, l'idéal, ce serait qu'on se débarrasse des modes d'emploi». Mmh. À ce moment-là, ils ont recruté Don Morman, qui était un expert en neurosciences cognitives, qui a intégré et qui a construit Apple en construisant le département d'architecture de l'information, ce qu'aujourd'hui User Experience, cette discipline. Et il est un expert reconnu qui est plus dans Apple dans ce domaine-là. Et quand on parle de User Experience, on parle de justement toute cette relation qu'on a avec les interfaces, mais ça va beaucoup plus loin. Et Mmh. ça, ça va beaucoup plus loin, qui, au-delà du X, n'est pas enseigné au grand public et dont les neurosciences et la cyberpsychologie de la vie numérique peuvent amener. Mais euh, c'est une urgence absolue à mon sens. Oui, surtout qu'il y a beaucoup plus d'argent à faire à maintenir l'attention, je veux dire les compagnies, puis Oui, les chercheurs, il y a beaucoup plus d'argent de ce côté-là que du côté, protection du public, là, à n'en pas douter. oui, mais oui, et en même temps, à l'échelle des gouvernements, je suis pas sûre. Oui, Vous voyez, c'est parce vrai qu'en que fait, ça devient un choix après, ben non, oui. mais je suis pas sûre, vous voyez, Ouais. parce que comment dire. Alors après, ça dépend de quel gouvernement. Malheureusement, la désinformation favorise, telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, n'a pas les mêmes impacts selon, Les gouvernements, selon sa ouais. position sur l'échiquier politique. La désinformation, l'appel à la haine et à la polarisation, euh, aujourd'hui, selon les études, est plus valorisé, par exemple, par l'extrême droite. Mmh. Il y a des études qui ont été faites dans plus de 16 pays, dont les pays développés qu'on connaît, qui ont montré que, typiquement, aux États-Unis, quand on s'identifiait comme républicain Trump, on avait beaucoup plus tendance à partager de la désinformation que quand on était plutôt à tendance démocrate, par exemple. Mmh. Et c'est dans 16 pays. Voyez? Donc ça, l'hypothèse serait qu'effectivement, ça favorise déjà une orientation politique, ce qui aurait du sens par rapport, justement, à à l'avènement d'élections, Mmh. de représentants d'extrême droite dans plusieurs pays, conformément aux années et à l'usage Mmh. des réseaux sociaux, en l'occurrence. Donc ça pose question. Après, est-ce qu'on peut faire l'argument inverse en se disant que, bon, il y a eu quand même une démocratisation de l'accès à l'information dans le sens où, puis on le voit en parallèle, il y a aussi une baisse de confiance envers les institutions, envers les médias, les grands médias traditionnels. Est-ce que des réseaux sociaux comme X, par exemple, qui donnent l'information qui parfois n'est pas disponible à certains endroits, dans certaines juridictions, contribuent à une forme de démocratisation ou à une forme de, justement, de toucher la vérité, si on veut, dans le sens où des fois, il y a sans parler de désinformation, des fois, il y a de l'information qui ne circule pas ou qui n'est pas mise de l'avant par certains gouvernements. C'était l'une des promesses aussi d'internet, Mhm, hein, mhm, et aussi valorisée avec les réseaux sociaux, de pouvoir accéder à l'information, et c'est
aussi ce que permet de faire la technologie. Après, attention, faut avoir il y a des pièges. Mmh. Par exemple, aujourd'hui, X est détenu par Elon Musk. Mmh. Donc, on sait très bien qu'il a pu rétablir des comptes qui justement avaient été bannis à la base parce qu'il y avait trop de désinformation. On sait très bien qu'il a voulu justement créer Grokipédia pour rivaliser avec Wikipédia, Mmh. qui était l'une des plateformes les plus fiables, pas parfaites, mais des plus fiables, notamment collaboratifs, Mmh. pour donner de l'accès à des faits avérés, etc., faire l'objet d'une encyclopédie collaborative. Donc, il a créé Wikipédia pour dire ce sera pas biaisé, alors que les études ont bien montré qu'effectivement, c'était plus que biaisé. Enfin, c'était vraiment l'objet d'une centrale de propagande. Mmh. Donc, encore une fois, c'est là où la littératie numérique est importante pour comprendre non seulement comment sont conçues les interfaces, Mmh. mais aussi qui est derrière cette espèce de mascarade, qui est derrière la magie de Puis, l'expérience. au-delà de qui, c'est aussi de comprendre comment là, je passe à Mhm. l'intelligence artificielle, mais on le sait qu'il il y a des réponses qui, d'emblée, vont être modulées ou par les différentes intelligences artificielles. Mm. Donc, au-delà de qui est derrière, je pense que c'est aussi surtout peut-être qu'est-ce qui est derrière, dans le sens, quelles sont les consignes. Oui, et ces consignes-là, si vous voulez, c'est là où je dis que c'est important de comprendre qui est derrière, parce que les consignes et les choix qui sont faits en conception sont, sont l'objet de ce que souhaitent les dirigeants, de ce Mhm. que supportent les dirigeants. Le fait de ne pas choisir, je prends un exemple très concret. Mark Zuckerberg avec Meta, ils ont, avec l'avènement de l'extrême droite et Trump aux États-Unis, ont progressivement diminué leur engagement pour trier la désinformation, Mhm. en tout cas la flaguer, enfin l'étiqueter, euh, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en conception, au départ, c'était leur choix. Ils Mhm. avaient dit, bah oui, effectivement, on souhaite engager les utilisateurs et nous, on fera preuve aussi, on a une responsabilité sur le fait de quand même signaler quand il y a de la désinformation. À partir du moment où la campagne républicaine était lancée, ils se sont dégagés de cette Mhm. responsabilité. Donc, on part effectivement d'une fonctionnalité qui existe ou pas et d'une responsabilité qui est au niveau des dirigeants. C'est Mhm. pour ça qu'aujourd'hui, à mon sens, il ne faut pas simplement comprendre les interfaces, mais effectivement comment elles sont conçues et Mhm. qui décide pourquoi. Et souvent, on n'est pas au courant comme Non, utilisateur pas du de ce tout. que sont ces consignes. Je vois que le temps file. J'aimerais vraiment qu'on puisse parler d'hygiène numérique Oui, et des stratégies, euh, d'abord au niveau individuel, puis ensuite au niveau collectif. Euh, Quelle serait une bonne hygiène numérique? Comment on peut faire? Parce que, bon, on n'a pas le choix de faire avec. Je pense ah que oui. c'est le constat. Donc, qu'est-ce qu'un individu peut faire pour utiliser le numérique et se protéger de ses effets délétères? Puis je dis l'individu, mais aussi au niveau familial, évidemment, là. Bah, on n'a pas le choix de faire avec. Je pense qu'on a le choix, mais je pense que c'est très bon de faire avec. Mhm. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités. On a parlé avec les réseaux sociaux, il y a encore des groupes de soutien pour les maladies orphelines. Il y a encore, quand on a une passion, de quoi aller se renseigner. Il y a encore des liens qu'on a quand les gens sont loin, Mhm. etc. Donc, il ne faut pas oublier tout ce que ça apporte. Mhm. Après, au niveau d'hygiène, c'est de faire en sorte que, par contre, ça ne vienne pas nuire aux autres expériences qui ne sont pas nécessairement que numériques, je pense, ce qu'on appelle les technoférences, c'est-à-dire les interférences dans les relations humaines en personne. Le fait d'avoir son Apple Watch, le fait d'avoir son téléphone quand on est à table, le fait de ne pas répondre à un enfant ou de l'interrompre parce qu'on a reçu un message. Donc ça, c'est vraiment une bonne hygiène numérique. C'est pas nécessairement donner le choix à les technologies d'interrompre notre expérience de vie. Et ça peut tout à fait se régler en éteignant ces notifications, ne serait-ce que réseaux sociaux. Mhm. Déjà, parce que par défaut, vous les aurez évidemment. Mais comprendre qu'une notification, son rôle, c'est de nous interrompre pour nous ramener à un usage numérique qu'on n'a pas choisi. Depuis quand un outil décide de quand on y va? Je veux dire, on n'a pas une boîte à outils qui vient nous interrompre. On n'a pas un tournevis qui vient dire «Ah, viens m'utiliser». Et Mhm. donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir déjà restreindre, si ce n'est enlever des notifications et éventuellement les applications. Pourquoi? Parce qu'elles sont au bout de nos doigts sur le téléphone. Et donc, peut-être que si ça restait, par exemple, sur un ordinateur, pour certaines d'entre elles, ça aurait moins d'impact sur nos vies. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est ne pas trop numériser nos expériences, c'est-à-dire garder des souvenirs, c'est très important, mais euh, ne pas oublier
qu'il faut vivre le moment présent. Mmh. Aujourd'hui, parfois, on a des fêtes, des dîners, des célébrations. Je pense à la rentrée des classes, par exemple, avec les enfants. Et cette ce conditionnement au numérique, fait que, d'une certaine manière, comme si, le fait de si on prenait pas de photos, on n'avait pas vraiment vécu l'expérience, Mmh. quoi. Je Puis pense au que final, on manque l'expérience. mais oui, Oui, oui. mais bien sûr. Enfin, donc on n'est pas dans le moment Mmh. et en fait, on n'est pas câblé pour ça. On n'est pas câblé pour se prendre en photo partout. Oui, c'est intéressant d'avoir des souvenirs, mais est-ce que c'est important si on ferme les yeux sur une photo? Franchement. Mmh. Est-ce que c'est ça ce qui est important? Oui, mais non, parce qu'on est 15, donc il faut que tout et Ouais. honnêtement, qu'est-ce qu'on s vous voyez? Donc je pense qu'il faut se remettre dans le moment présent et pas trop numériser nos expériences de vie, celles qui nous rendent heureuses, celles pour lesquelles on travaille. C'est-à-dire on travaille pour vivre, on numérise pour vivre Mmh. et pas l'inverse et je pense que c'est ça aussi, il faut se réapproprier ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, de manière intuitive, c'est la technologie qui prend sa place et pas nous. Mmh. Donc et pas nous qui lui donnons. Donc il faut se réapproprier son environnement. Est-ce qu'il y a des bon, ça peut être paradoxal, mais est-ce qu'il y a des technologies qui peuvent nous aider à encadrer l'usage? Si oui, lesquelles? Oui, par exemple, je pense aux filtres anti-lumière bleue, donc ils peuvent se mettre sur les écrans, que ce soit sur des options de l'écran, que ce soit sur des filtres, physiques qui se mettent ou même sur les lunettes ou les 2. Ça, c'est de toute façon quelque chose qui peut nous aider à avoir moins de lumière bleue, moins de suppression de la mélatonine et donc préserver nos rythmes de sommeil. Mmh. Alors des technologies qui peuvent vous aider, ben, j'en ai un exemple, les montres, qui ne sont pas des montres connectées. Parce qu'on nous dit les montres intelligentes, je sais pas ce Ouais, qu'elles ont d'intelligent, à part, juste nous envahir, mais ouais. donc peut-être se approprier, des objets, analogiques. Alors je suis pas en train de dire: «Alors il faut que ce soit en bois», non, non, Mmh. je ne crois pas non plus à la digital détox, qui Mmh. consiste à dire: «On déconnecte pendant 15 jours». L'idéal, ce serait de maîtriser notre quotidien et Ouais. pas d'être, «Oh là là, j'ai fait 2 semaines, c'était incroyable». OK, maîtrisons notre quotidien. Parce que la technologie, quand on lui donne sa bonne place, elle a un impact positif sur nos vies. Elle doit nous amener à créer du lien. Mmh. Donc, que ce soit intellectuellement ou socialement. Comment accompagner les plus jeunes sans tomber dans l'excès inverse ou le Ouais, contrôle? je pense que pour accompagner les jeunes, il y a deux aspects fondamentaux. Le premier, c'est de se rendre compte que le premier impact des écrans, de la technologie sur les jeunes, c'est l'usage des parents. En tout Mmh. cas, l'usage des adultes autour. Ça, c'est le premier impact. Un bébé qu'on nourrit, heu, on le regarde plus comme avant. Mais Mmh. pourtant, dans l'humanité, le regard échangé avec un bébé qu'on nourrit, c'est ce qui contribue à son développement visuel, c'est Comprendre les expressions faciales, là. oui, Oui. exactement, à sa capacité à créer des relations sociales saines. C'est aussi ce qui construit l'attachement, l'estime de soi, etc. Donc en fait, il y a des choses qui sont acquises depuis l'histoire de l'humanité, qui sont aujourd'hui remises en cause Mmh. par la technologie. Et c'est encore une fois à nous, justement, de préserver l'environnement, pas non plus de se faire interrompre par la technologie. Les jeunes apprennent par imitation, hein. Donc les parents, «Ah, j'en ai marre, mon fils avec les jeux vidéo ou ma fille avec son portable, etc. Et qu'on voit des textos en conduisant, bon, c'est plus possible. Il Mmh. faut qu'on prenne conscience de notre propre usage. Le deuxième point, c'est de comprendre les neurosciences de la vie numérique, comprendre le développement des jeunes et comprendre que ce n'est pas simplement qu'il y a des fonctionnalités parfois qui exploitent, on va dire, qui ne sont pas faites pour les jeunes. Elles sont créées pour les exploiter. Mmh. Donc ça, on le voit notamment sur les jeux en tablette gratuits. Je pense à Brawl Stars où il y a de la gamification, c'est-à-dire le fait de déjà les exposer à ce que ressemble le pari, les exposer à plus des mécaniques addictives. Enfin, vraiment, c'est un peu pour ça que je fais souvent l'analogie avec l'alimentation parce qu'il y a de la technologie qui est super bonne et puis il y a de la technologie qui est moins bonne. Et où là, c'est un peu comme les bonbons, mais en ce qui concerne les jeux comme Brawl pour moi, il y a des ingrédients en termes de fonctionnalité qui sont, on va dire, si je fais l'analogie, du même, niveau que, des ingrédients immondes dans un snack qu'on donnerait pas à son chien.
C'est quoi le jeu? Je connais pas. Brawl Stars, c'est un jeu, gratuit, sur OK. tablette auquel, Il y a les jeunes Roblox se aussi, joignent. je pense, qui est pas, qui est Ro pointé du doigt. Roblox est pointé du doigt, pas tant dans ses fonctionnalités, mais plus par des usagers, parfois qui sont pas bienveillants, notamment des pédophiles. Mais les fonctionnalités à la base de Roblox, Sont sont moins à blâmer que le bah, oui, ouais, non, à OK. la base, c'est un super jeu. Je pense même à Minecraft, c'est un super jeu. Et ce que peuvent faire notamment, les parents pour accompagner les jeunes, c'est, ne pas partir du principe que quand c'est numérique, c'est que l'enfant qui gère, vous voyez? Mmh mh. Heu, il faut s'in un jeune qui passe, 1 heure, 2 heures, de jeux vidéo, par jour, il faut s'intéresser à ce qu'il fait. Mmh. Il faut savoir c'est quel jeu, c'est quoi tes objectifs et cetera. Puis si c'est pour gérer le temps, pour aller, à table, parlons pas de minutes, parlons de niveau, de partie, de match. Donc il faut un peu recréer du lien aussi dans ce que ça représente. Les études montrent que c'est justement en diminuant ces tensions-là qu'on, qu'on encourage moins le fait d'avoir besoin d'un échappatoire et donc de devoir y retourner. Mmh. Donc plus les parents sont tendus, plus, le jeune, il va du coup y retourner, donc on c'est un cercle vicieux. Alors que si finalement ça devient, une communication, complètement, ouverte, le dialogue reste constant et puis, ça permet aussi de garder du recul par rapport aux usages. Mmh. Et je pense que c'est la même chose à faire avec l'IA. Mais en même temps, est-ce que les outils de gestion de temps d'écran, les outils parentaux, gestion de temps d'écran ou des règles plus de base comme pas de téléphone à table ou ni dans ta chambre? Est-ce qu'il y a des choses de base qui ont été prouvées comme étant, de bonnes idées, si on veut, là? Le fait qu'un adulte accompagne, Mmh. c'est vraiment, je pense, le dénominateur commun à toutes les initiatives efficaces et durables pour une éducation numérique. Mmh. En ce qui concerne, le fait de ne pas avoir de téléphone à table, oui, clairement, enfin, le fait qu'il soit à table, enfin, je veux dire, ça n'a strictement aucun sens. Mmh. Vraiment, pourquoi se mettre à table? Et ça, malheureusement, on le voit, moi, je peux aller au restaurant, je vois, 4, enfin, des parents avec 2 enfants et les 4 sur écran. Enfin, je veux dire, c'est Mmh. pourquoi vous venez là, en fait? Ouais. Donc donc non, je pense qu'il faut réapprendre à avoir des conversations avec ses enfants. Il faut réapprendre à, devoir trouver des sujets de conversation, quitte à ce qu'on ne le trouve pas, en 5 secondes. Une salle d'attente, ça peut être l'occasion d'avoir une conversation avec un enfant et pas simplement, avoir, la tentation, de lui donner la tablette pour tout ce que ça peut lui faire. Il faut se rendre compte que on investit beaucoup dans l'éducation des enfants. On veut qu'ils fassent des grandes écoles et enfin, on espère en tout cas leur donner tous les outils. Avec le numérique, c'est comme si on les faisait redoubler, plein de fois si on ne fait pas attention. Mmh. Et si on va du côté plus, bon, politique publique, responsabilité collective, on le voit, là, ça bouge quand même. Il y a des juridictions qui vont de l'avant avec puis qui testent des mesures, là, restriction d'âge, imposer du design moins addictif ou de la transparence algorithmique. Qu'est-ce que vous pensez des mesures qui sont mises de l'avant en ce moment, qu'on voit, un peu partout dans le monde? J'ai un oui, pardon, tant mieux, ça bouge. Est-ce que c'est à la hauteur du défi? À mon Personnellement, je pense pas du tout. Mmh. Hem, Par exemple, on parle de majorité numérique. Heu, enfin, je veux dire, d'accord, mais on parle plus de ça que d'éducation numérique, Mmh. que d'un programme, où l'éducation numérique fait l'objet, d'un apprentissage transversal à l'école. Je veux dire, à quoi ça sert d'apprendre à lire si on comprend pas ce qui est écrit, quoi? Mmh. Donc je pense qu'on est loin du compte. On est en mode réactif, je dirais. On est comme, Non «Ouf, seulement il y on est a un en problème». non On seulement on est ouais. en mode réactif, c'est-à-dire avec un temps de retard, mais c'est surtout que même dans ce mode réactif-là, on n'est pas au niveau de l'enjeu. Je vais dire, la majorité numérique, mais c'est comme dire: «Ben, tiens, à tel âge, tu auras le droit de conduire» et on s'en fiche si tu as le permis ou pas. Ça n'a Mmh. pas assez de sens. Et encore une fois, alors évidemment, après on va dire: «Bah oui, parce que par exemple aux États-Unis, ils enseignent l'intelligence artificielle à l'école primaire, en Chine, c'est en maternelle carrément et cetera». Je pense que, c'est important de prendre l'éducation numérique, pas simplement quand le fait de savoir appuyer sur les boutons d'un outil, Mmh. mais encore une fois comprendre comment, la place de l'outil dans notre monde et un petit peu l'effet que ça a sur notre cerveau, la manière dont on préserve son cerveau qui est l'actif le plus précieux de notre vie. Enfin, je veux dire, le reste, on peut se le remplacer presque. Et puis l'autre point, c'est
comprendre encore le modèle économique derrière. L'idée, c'est pas simplement de réagir et de contourner des pièges, quand bien même on sera à la hauteur là-dessus, ce qui est pas le cas, mais c'est plutôt donner euh, de quoi aux jeunes et à la population générale, je pense même aux personnes âgées, de quoi non seulement tirer les bénéfices de la technologie avec un bon usage, mais même d'apprendre à de maîtriser suffisamment pour innover et créer. Et c'est là où c'est un pouvoir économique qui fait que, ok, peut-être que les plateformes de la Silicon Valley, elles ne veulent pas nécessairement faire connaître tous les risques et tous les tenants et Mmh. les aboutissants de leurs produits. En revanche, en tant que gouvernement, par exemple, canadien ou mais ça a énormément d'intérêt que la population soit au courant, puisque ça lui donne une liberté intellectuelle, une émancipation qui lui permet pas simplement d'attendre qu'est-ce que va bien faire la Silicon Valley de l'avenir de l'humanité, mais d'avoir sa propre place dans cette humanité de demain. Mmh. Mais justement, puisqu'on parle des grandes entreprises technologiques, peuvent-elles, selon vous, concevoir des environnements qui sont plus humains et peut-on leur faire confiance, qu'elles puissent, se réformer elles-mêmes? Mais je pense que oui, enfin, ça peut être. D'ailleurs, là-dessus, je crois qu'on oublie le pouvoir qu'on a dans les mains. Mmh. Nous, on a des téléphones au bout des doigts sur lesquels on fait des tas de choix. Alors, bien sûr, on vote toujours en mettant un bulletin dans l'urne aujourd'hui. Mmh. Mais le pouvoir qu'on a entre les mains d'engagement dans ces plateformes, collectivement, est énormissime. Donc, bien sûr, elles font des choix, mais elles font des choix pour engager. S'il n'y a pas d'engagement, elles s'arrêtent. Mmh. Elles s'arrêtent. Donc, c'est à nous aussi de savoir où est-ce que je vais engager, quel temps je vais passer sur cette plateforme et donc quelle idéologie ou quel type de valeur je vais, quel type de valeur je vais supporter en fait. Je pense qu'il faut aussi ne pas négliger le pouvoir qu'on a et son impact individuellement pour soi, mais même collectivement en tant que société, on a énormément de pouvoir. Donc moi, j'ai pas tendance à avoir une réponse sur qu'est-ce qui va se passer, mais plus qu'est-ce qu'on peut faire. Mmh. Et puis, les aujourd'hui, en tout cas, les acteurs, existants de la Silicon Valley, peut-on leur faire confiance? Si je pense à Meta, l'histoire nous a déjà montré qu'absolument pas. Il y a un Cloud Act aussi, qu'on peut pas négliger, qui fait qu'aujourd'hui, typiquement les Européens, les gouvernements européens se détachent des solutions comme Microsoft et Google. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Cloud Act faisant, si, même les données les plus, on va dire les plus sensibles seraient de toute façon transmises au gouvernement américain. Donc je pense qu'il y a, oui, de grosses décisions à prendre, mais c'est une perte énorme là pour Microsoft. Je crois qu'ils perdent 6 milliards. Donc il y a des choix en fait à prendre. Mmh. Je pense que ça doit être l'objet euh, d'échanges beaucoup plus valorisés dans le débat public. Mmh. À titre personnel, je suis extrêmement choquée d'entendre des débats du style, enfin, de laisser une place à des débats euh, du style le vouvoiement à l'école, sans partager ma position sur c'est bien, c'est pas bien, et moins au numérique Mmh. et moins sur le programme numérique d'un parti politique, par exemple. Attendez, moi j'ai l'impression à ce niveau-là que c'est un peu comme, vous voyez le film Le déni cosmique, là, Don't Look Up, Je avec connais Leonardo pas. DiCaprio Ah et oui, oui, Meryl oui, Streep, oui. où il y a la météorite. Bon, je crois qu'on vit ça avec le monde numérique, c'est-à-dire Mmh. qu'on pinaille sur des bêtises et qu'à l'image justement de l'équipe Artemis qui a été dans l'espace, euh, l'astronaute disait, la femme qui était dans l'équipage disait, ouais, nous on est une crew, on est une bande, on a un groupe, on est une équipe, et donc quand on va dans l'espace, on est prêt à se sacrifier pour sauver les autres et on se serre les coudes, on est très solidaire. Mais quand on est dans l'espace et qu'on voit la planète Terre, en fait, on se rend compte que l'humanité, c'est une crew aussi, d'une certaine manière, pour élever un peu le progrès humain à autre chose que des petits pinaillages qui Mmh. finalement n'apportent pas nécessairement, peu importe leur direction, une meilleure qualité de vie à chaque citoyen. Je pense que c'est important. Je prends l'exemple de Claude Mythos. Donc récemment, il y a une intelligence artificielle qui a, qui a été révélée comme étant capable d'exposer les vulnérabilités des systèmes informatiques les plus importants. Euh, Puis Anthropic, qui détient donc Claude et Claude Mythos,
ont donné accès à quelques entreprises, ont été rencontrés par des gouvernements. Concrètement, les pouvoirs publics courent après des dirigeants de la Silicon Valley. Mmh. Et c'est comme ça que fonctionne le mieux la civilisation. Donc, il y a la confiance qu'on attribue euh, aux dirigeants d'entreprise et il y a la responsabilité qu'on attribue au pouvoir public. Mmh. Il, a un- il est urgent que le débat public s'empare de ces enjeux-là de manière considérable, plus que des petits pinaillages finalement qui ne servent qu'à polariser la population sans lui rendre de la qualité de vie. Mmh. Mot de la fin sur, comment vous voyez évoluer la situation à court terme? Je pense que si on parle par exemple de l'intelligence artificielle et notamment toutes les inquiétudes qu'elles peuvent euh, susciter dans le monde du travail de manière tout à fait compréhensible, euh, j'ose espérer, euh, parce que d'un regard neuroscientifique, l'intelligence, c'est l'apprentissage, etc. C'est quand les neurones se connectent entre eux. Donc, d'un point de vue microscopique, l'intelligence, c'est créer du lien. Et à mon sens, quand on dézoome à l'échelle sociale, c'est la même chose. Et donc, j'ose espérer que les organisations euh, se rendront compte que l'intelligence artificielle générative, qui nous donne l'illusion qu'on peut tout faire tout seul dans son coin, alors qu'elle nous maintient dans des chambres d'écho, parce que c'est personnalisé, hein, on n'a pas besoin d'être nazi pour être dans des chambres d'écho. Je suis dans mes chambres Mmh. d'écho avec l'IA générative. Il est important de se rendre compte que quand elle est bien implémentée, c'est qu'on échange plus. Mmh. Et j'ose espérer que cet appel, à mon sens, qu'elle nous envoie aux compétences humaines et aux connexions qu'on crée les uns entre les autres, sera le salut, non simplement de l'avancée de l'IA, mais du numérique en général. En tout cas, je milite pour ça. Et puis, forcément, je vous remercie de la place que vous m'offrez aujourd'hui de passer ce message. Mais je pense qu'on a ce choix à faire individuellement et collectivement, de partager d'autant plus nos expériences numériques et sortir de l'isolement pour faire progresser l'humanité parce que c'est ce qu'elle fait de mieux. Un excellent mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps parce qu'en fait, on constate que le défi est grand puis qu'il y a peu de gens qui ont votre expertise. Donc, merci beaucoup d'en parler et d'en faire profiter à tout le monde. Merci. Merci infiniment.